Les employeurs, les patrons veulent faire de toi leur pute. Et oui, c'est pas une phrase provocatrice, je vais vous démontrer dans cette vidéo pourquoi dans le marché du travail, on cherche à faire de vous ce qu'on appelle une commodité et pourquoi en fait ça vous transforme en esclave, ça vous vide de toute votre valeur. Et pour ça, je vais vous expliquer un concept business très important à comprendre, les amis. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'un bouquin qui s'appelle Red Ocean versus Blue Ocean. Vous avez peut-être également entendu parler d'un concept qui s'appelle Commoditized Services, services transformés en commodité. Alors, je vais vous expliquer la différence entre Red Ocean et Blue Ocean. Ensuite, on va parler de la commoditisation, je ne sais pas comment dire ça en français. Et enfin, vous l'aurez sans doute compris pendant mon démonstration, mais à la fin, je vous expliquerai comment ces concepts business s'appliquent au monde du travail et pourquoi, en fait, à cause de barrières, de process qui sont mis en place justement pour vous transformer en pute, vous êtes bloqué dans des process, ou bien dans des process d'entretien d'embauche qui sont particulièrement humiliants, ou bien dans des jobs où vous êtes vraiment un numéro, vous êtes traité comme un numéro. Première chose à comprendre, Red Ocean versus Blue Ocean. Alors, le Red Ocean, en fait, ce sont les industries où vous êtes en compétition avec des milliers de gens. Red, parce qu'en fait, c'est la couleur du sang. Hein, donc l'idée, c'est que vous êtes dans un aquarium où il y a plein de requins qui sont en train de se bouffer entre eux. Et voilà, c'est un champ de bataille. Il y a la guerre, en fait. On se fait la guerre entre nous pour essayer de grailler un petit morceau de viande. Et on est tous en train de s'entretuer. C'est pour ça qu'il est Red. Le Blue Ocean, le concept du livre, hein, Red Ocean versus Blue Ocean, c'est que vous devez créer une offre, un business, un personal branding, un marketing qui soit unique de telle manière que les gens ne puissent pas vous dire, ne puissent pas se dire tiens lui il est là-dedans. Parce qu'en fait là, vous n'êtes pas dans, je sais pas, par exemple, il faut pas que les gens puissent se dire lui il est dans la plomberie ou lui il est dans la peinture. Parce que sinon s'il est plombier, il y a 1000 autres plombiers. Alors que lui il est peintre, il y a 1000 autres peintres. Vous voyez la différence? En tant que peintre, en tant que plombier, par exemple, je prends vraiment l'exemple au hasard. Mettons que vous êtes peintre en bâtiment, eh bien, une façon de reprogrammer votre marketing, ce serait de dire, moi, je suis spécialisé dans le design d'intérieur apaisant. Et en fait, vous voyez comment vous allez framer votre skill. Vous n'allez pas dire, je suis peintre, parce qu'il y a 10 000 autres peintres sur le marché. Vous allez dire, je suis quelqu'un qui crée des intérieurs avec des couleurs, avec une harmonie, en fait, qui va créer un climat apaisant. Et justement, je me spécialise dans la collaboration avec par exemple, des clubs de yoga ou, je sais pas moi, des boîtes qui font du design intérieur. Vous avez compris ce que je veux dire. Et il faut que quand les gars pensent à vous, ils ne pensent pas à un truc que 1000 autres personnes font. Ils ne pensent pas à une industrie connue. Il faut que c'est que lui, c'est le gars qui fait ça. Ok ? Et typiquement, quand vous allez faire ça, vous allez framer votre offre de telle manière à ce qu'elle soit ce qu'on appelle outcome driven. Outcome driven, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de dire ce que vous faites, vous dites les résultats que vous apportez. Je suis quelqu'un qui aide les professionnels de la thérapie, les professionnels du yoga, les professionnels de, je sais pas moi, ou bien les gens qui designent des espaces de bureau à créer des atmosphères détendues, relaxantes, qui permettent peut-être aux employés ou aux clients d'être au maximum de leur capacité. Lui, c'est le gars qui fait ça. C'est le gars qui design en fait des intérieurs apaisants. Tu vois ? T'es peintre en fait. T'es juste peintre. Mais tu vas pas le dire comme ça. Ça, c'est la différence entre Blue Ocean et Red Ocean. Vous avez compris, hein, l'idée, c'est pas de trouver une idée de business qui soit ultra originale. C'est vraiment de calibrer votre idée de business pour qu'elle apparaisse comme étant originale. Prenons un autre exemple d'ailleurs. Par exemple, moi. Moi, je pourrais dire que je suis youtubeur, je suis créateur de contenu. Mais vous l'avez compris, sur cette chaîne, je me spécialise dans un créneau vraiment particulier. Je parle à qui ? Je parle aux gens qui veulent s'expatrier, qui en ont marre du climat qu'il y a en France, ou bien à minima qui veulent voyager. Je parle aux gens qui en ont marre des sottises qu'on lit sur Internet, qui en ont marre du mainstream, des gens qui cherchent du contenu de niche, qui cherchent du contenu authentique, qui cherchent du contenu transparent. Je parle à des gens qui veulent monter les business dans le monde réel, qui ne sont pas attirés justement, qui en ont marre de tout ce buzz autour des mêmes industries, crypto, SMA, machin, méburne, et qui veulent plus du concret et pas de la poudre aux yeux. Je parle à des gens qui n'ont pas forcément le temps, qui ne savent pas trop où ils en sont, mais qui se demandent comment je peux me lancer en ligne alors que j'ai pas le temps, que je ne sais pas de quoi parler avec un système ultra minimaliste. Tout ça, en fait, me calibre ma chaîne YouTube d'une certaine manière, où c'est une audience en particulier qui va accrocher à ça. Mais finalement, on pourrait dire, Alex, c'est juste un mec qui parle de business en ligne, comme il y en a des milliers d'autres.
Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas comme ça que je vais calibrer mon offre. Et si vous avez regardé mes pages de vente, vous avez vu que je les calibre vraiment pour une audience en particulier. Je veux vraiment quand les gens tombent sur mes produits, ils se disent, lui, c'est un gars qui apporte tel résultat aux gens comme moi. Je veux que les gens se disent ça. Si je mettais des pages de vente où je vous disais tout simplement, si tu achètes ma formation en ligne, je vais t'apprendre à faire YouTube. Voilà, je vais t'apprendre à filmer des vidéos, je vais t'apprendre à faire YouTube, je vais te montrer comment faire du montage, je vais te montrer comment parler, je vais te montrer. Il n'y aurait aucun point de différenciation. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas quel autre exemple prendre, par exemple. Typiquement, allez, l'exemple que j'adore prendre à chaque fois. Le jardinier. Un type pourrait dire, moi je suis jardinier, donc je m'occupe du jardin des gens. Si vous voulez que je tourne la pelouse, je fasse la débroussailleuse. Mauvaise idée. Vous allez devoir vous demander pourquoi les gens dans votre quartier, dans votre industrie, ont besoin d'un jardinier. Je suis un paysagiste spécialisé. J'aide on va dire par exemple, les familles qui sont surchargées à garder un espace de jeu pour leurs enfants qui soit en même temps agréable et pratique. Vous voyez la différence, putain? Vous voyez la différence entre un mec qui dit je tourne la pelouse et un mec qui dit ça? Là, c'est calibré. Là, les mecs qui se disent putain, moi j'ai un grand jardin, c'est un enfer de s'en occuper. Je veux que mes enfants puissent jouer dedans, je veux que ce soit beau, mais en même temps pratique. Je veux pas qu'il y ait 1 million de plantes super fragiles et que les enfants aient les saccagés, mais en même temps, je veux pas juste une pelouse verte. Je veux, tu vois, un mec. Vous ferez aimer votre offre comme ça. Et si c'est ce public-là qu'il y a dans votre quartier, dans la ville où vous travaillez, vous allez voir un taux de conversion qui va largement augmenter. Et évidemment, non seulement le taux de conversion va augmenter, mais le prix que vous allez pouvoir commander va augmenter. Parce que le mec qui dit je tourne la pelouse, il est payé, mettons, 100 euros. Le mec qui dit ce que je viens de dire, il est payé 500 euros. Outcome driven. Il explique, il montre à la personne en quoi son travail va leur apporter un résultat concret, tangible. Et il leur explique aussi en quoi il est spécialisé pour aider les gens comme eux. Donc il y a une définition claire de la cible, marketing, et 2, il y a un outcome qui est bien défini. Ce qui est important aussi, ça peut être de définir ce qu'on appelle les pain points. Je suis désolé pour tous les anglicismes, mais c'est vraiment que des trucs que je dis en anglais. Les pain points, c'est les points de douleur. Donc vous avez vu ce que j'ai dit, les familles surchargées qui n'ont pas le temps, ça c'est le point de douleur, à avoir des espaces extérieurs qui soient en même temps agréables et pratiques. Donc là il y a tout, il y a la cible, il y a le pain point et il y a l'outcome. En plus tu vois, j'ai sorti ça de mon chapeau magique, je n'ai même pas noté quelque part, ça m'est venu comme ça, tellement que je suis bon en marketing. Mais vous voyez la différence entre un mec qui dit ça et un mec qui dit je suis jardinier. Jardinier, tu es dans le Red Ocean. Il y a 10 000 jardiniers en ville, lequel je prends. Mais les mecs qui se spécialisent dans ce que je viens de dire là, il n'y en a pas 150, il y en a un seul. Donc c'est pas tant la question de lancer un business qui n'existe pas, mais c'est la question de calibrer son approche pour que ça apparaisse à l'audience comme ultra targeté, ultra unique et surtout outcome driven. La personne sait ce qu'elle va obtenir en vous engageant. Pour faire ça, surtout si vous êtes dans la prestation de service, ou bien vous devez connaître votre audience, ou bien vous devez, si vous vendez en B2B en particulier, vous avez des rendez-vous clients, etc., où on va discuter avec le client, on va établir la liste de ses besoins, on va discuter avec lui pour savoir de quoi il a besoin, vous avez besoin précisément de discuter avec ce qu'on appelle des decision makers. Les decision makers sont les personnes qui sont en haut de la hiérarchie, sont les personnes qui sont payées pour penser en termes de stratégie, pas pour exécuter. D'accord ? Il faut parler à ces gens-là et vous leur demander quels sont les challenges que vous avez en ce moment, qu'est-ce que vous avez mis en place auparavant pour avoir des résultats, pourquoi ça n'a pas fonctionné, quels sont les résultats que vous souhaiteriez avoir, est-ce que vous avez une deadline, est-ce que vous avez un budget, et en fonction de ce que la personne va vous dire, vous allez créer une offre sur mesure. Si vous êtes en capacité de faire ça, votre taux de conversion va exploser, vous allez pouvoir commander des prix qui sont beaucoup plus élevés. Maintenant, je vais vous poser une petite question. Quand, pour la dernière fois, avez-vous eu l'opportunité de faire ça dans le monde du travail ? Pratiquement jamais. Ce que veulent les employeurs, ce que veulent les patrons, c'est avoir un tableau Excel avec des numéros. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent en fait, c'est pouvoir vous comparer aux autres. C'est vous transformer en commodité. C'est ça qu'on appelle le commoditized services. C'est quand en fait un service qui à la base était un service plutôt custom devient tellement commun que ça devient une commodité. Un autre exemple, ça peut être la construction de sites web. Il y a 20 ans, la construction de sites web, c'était un service custom. Il fallait engager les développeurs, il fallait faire du HTML, machin. Maintenant, c'est une commodité. Il y a 1000 logiciels en ligne qui peuvent vous faire des sites web très rapidement en faisant clic, clic, clic. C'est devenu une commodité. D'accord ? Donc, maintenant, quelqu'un qui fait du développement web ne peut plus dire je suis développeur, je fais des sites web.
D'accord? Il va falloir qu'il ait un branding particulier, qu'il montre vraiment à la personne, il fait des sites web pour qui, en quoi ça aide, pourquoi son approche est unique. Qu'est-ce qu'il a de mieux que simplement un logiciel où on fait clic, clic, clic. Vous voyez la différence, hein? C'est exactement pareil avec l'IA, d'accord? Tout ce qui est commun, tout ce qui est générique, par définition, un, il y en a plein, donc c'est ultra compétitif, et deux, on peut vous comparer aux autres. D'accord? Et c'est ce que veulent faire les patrons. Ils veulent pouvoir avoir une base de données avec une vingtaine de candidats, et ils vont comparer votre expérience, combien vous demandez en termes de salaire, et toute une série d'autres facteurs qui vont essayer de juger le plus objectivement possible. Ça, c'est à leur avantage. Parce que grosso modo, ils vous transforment en objet. Tu vois, ils vont avoir une liste d'objets qui ont des caractéristiques. Quel âge il a? Est-ce qu'il a une famille? Comment il s'habille? Comment il parle? Quelle est son expérience? Est-ce qu'il sait manier tel logiciel? Est-ce qu'il a fait des études? Combien il demande? Ils vont pouvoir comparer tout ça avec 20 autres candidats. Et du coup, votre personnalité, votre capacité à vous vendre ici est complètement réduite à néant. Vous n'avez pas l'occasion de vous vendre. Parce que vous êtes un numéro dans un tableau Excel. La décision va être faite par des gens qui sont derrière les coulisses. Vous n'êtes pas présent quand la décision est faite. D'accord? Ils vont regarder le tableau Excel, ils vont décider. Et après, ils vont envoyer une offre. C'est pourquoi très souvent aussi sur Internet, on vous parle de techniques de négociation d'entretien d'embauche. Mais bien souvent, en entretien d'embauche, vous n'avez pas l'occasion de négocier, les amis. Combien de fois vous avez été en entretien, on vous a dit combien vous demandez? Et vous répondez quel est votre budget? Et ils vous disent on ne sait pas encore, ça va dépendre de vos expectations. Et toi tu dis moi j'ai besoin de savoir plus sur le projet. Et ensuite, tu vois, c'est un ping-pong en fait. C'est un ping-pong, le salarié ne veut pas donner son chiffre, parce qu'il n'a pas envie de donner un chiffre qui soit trop bas, et le patron ne veut pas donner son chiffre, parce qu'il n'a pas envie de donner un chiffre qui soit trop haut. Donc là ce qui se passe, c'est qu'il y a un rapport de force qui se met en place, et celui qui a le plus besoin de l'autre va craquer et va donner son chiffre. D'accord? Ça étant passant, il vaut toujours mieux donner un chiffre trop élevé qu'un chiffre trop bas. D'accord? Parce qu'on peut toujours rabaisser un chiffre qui était trop élevé. Une fois qu'on a donné un chiffre bas, on ne pourra pas le remonter. Mais le mieux, c'est de ne pas donner un chiffre et c'est que le patron, enfin la personne à qui vous parlez, donne le chiffre en premier. D'accord? Dans la sphère anglo-saxonne, il est très commun de mettre des offres d'emploi où le chiffre est donné d'avance. Dans la technologie, même en France, maintenant de plus en plus, il y a des offres où on vous donne le chiffre d'avance. Mais il y a énormément d'offres d'emploi où on ne vous met pas le chiffre. Tout simplement parce que ce qu'ils veulent, c'est que ce soit vous qui donniez votre chiffre. Pour eux, ils sont au marché en fait. C'est comme vous allez appeler un peintre, vous en appelez une dizaine, vous lui demandez qu'est-ce que tu sais faire, combien tu coûtes? Next. Qu'est-ce que tu sais faire, combien tu coûtes? Next. Et à la fin, vous allez prendre celui qui coûte le moins cher. Vous allez sans doute prendre en considération sa vibe, sa personnalité, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire? Plus dans un process de vente, on va essayer de vous transformer en objet, on va vous demander à l'avance une série de questions pour vous foutre dans un tableau et vous comparer à d'autres, une série de questions standardisées, c'est ce qu'il y a de pire, plus vous pouvez être sûr que vous allez être traité comme une pute. Plus au contraire, vous êtes dans des relations, j'allais dire intimes, non pas intimes, mais en one-one, tu vois, où il n'y a que vous ou presque que vous, d'accord? Et typiquement, ça se fait quand on va avoir des offres off-market, d'accord? Très important justement d'être capable d'aller chercher les offres qui ne sont pas sur le marché, comme ça il n'y a pas de concurrence. Plus vous êtes capable d'entrer dans un entretien. Ça, c'est valable pour les mecs qui font les entretiens d'embauche, pour les mecs qui ont monté un SaaS et qui font du closing, pour les mecs qui sont closers et qui closent pour des SaaS ou pour des mecs qui chopent des leads sur Internet, pour les mecs qui font du freelance, pour les mecs qui, quelle que soit en fait la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes dans une situation où vous allez voir quelqu'un et dire j'ai ça, que ça, ce soit vous-même, vos compétences ou votre produit ou votre SaaS, et il cherche à te le vendre. Si vous êtes dans une situation où on va vous poser une série de questions standardisées et vous dire merci, j'y réfléchis, plus vous vous rapprochez de cette partie du spectre, plus vous allez être la pute. Parce que vous pouvez être sûr que ce que le gars il a fait avec vous, il le fait avec 10 autres mecs, et après il regarde une fiche Excel. Plus au contraire, vous êtes dans une situation où vous avez une offre unique, un positionnement unique. Vous avez des discussions qui sont plus humaines, des discussions qui sont davantage, c'est-à-dire plus intimes. Vous allez vraiment être en capacité de poser des questions. Quel est le budget que vous avez pour ce projet? Encore mieux, vous êtes dans une situation où vous pouvez demander à la personne avec laquelle vous interfacez, ou travailler avec elle, discuter avec elle, ça c'est ce que vous trouvez dans un bouquin qui s'appelle Spin Selling. On va réfléchir ensemble sur l'outcome que le projet que vous allez faire va apporter à la société. Grosso modo, combien je vais vous rapporter avec le travail que je vais faire pour vous. Quand pour la dernière fois, les amis, un patron vous a dit concrètement, toi quand tu as bossé pour moi, tu vas rapporter tant. Ils le savent très bien, en moyenne par tête combien ils gagnent, mais ils ne vont jamais vous le dire. A contrario, si vous êtes dans un scénario, vous êtes en capacité de dire ok, on va monter ce projet-là ensemble, on va développer ça ensemble. Ça c'est typiquement, par exemple, vous êtes copywriter. Et on estime qu'avec un tel taux de conversion, tel machin, un produit à tel prix, le projet il va rapporter 200 000 balles.
Ben moi là-dessus, je vous facture 20 000 balles. Si vous êtes en capacité de faire ça, les amis, ça va faire décoller votre business et votre porte-monnaie. Parce que là, comprenez, vous êtes outcome driven, c'est-à-dire que vous n'êtes pas payé pour le temps que vous passez, vous êtes payé pour le résultat que vous apportez. Et comment démontrez-vous votre capacité à apporter un résultat? Non pas en répondant à une série de questions standardisées, mais en posant des questions à la personne, en étant dans un rendez-vous où, j'ai pas le mot là, j'ai le mot intime qui me vient, mais c'est pas le mot intime. Un rendez-vous où c'est vraiment personnalisé, ce sont des questions personnelles qui vont être posées. Vous êtes en train de parler à un CTO, vous êtes en train de parler à un CEO, vous êtes en train de parler à un product owner, vous êtes en train de parler à un founder, vous parlez à quelqu'un qui est en haut de la pyramide. Vous allez poser des questions, quels sont les challenges que vous avez? Qu'est-ce qu'on cherche à bâtir? Quel est votre budget? Quel est votre deadline? Vous lui parlez en tant qu'entreprise, en tant que prestataire. Vous n'êtes pas en train d'arriver avec vos petits costumes, bon j'adore les costumes, mais vous n'êtes pas en train d'arriver avec votre petit CV en train de dire voilà, je m'appelle Jean-François, j'ai 8 ans d'expérience dans la vente, j'ai travaillé pour Decathlon et Intersport, j'aimerais travailler pour vous parce que là tu es la pute, tu es sur le marché. Le problème les amis c'est que bien souvent, quand vous allez être en recherche d'emploi, mais c'est également vrai pour les gens qui sont, par exemple un plombier, un peintre, vous êtes un prestataire et vous cherchez à interfacer avec un client, très souvent le client va chercher précisément à vous faire rentrer dans cette case. Qu'est-ce qu'il va vous dire par exemple? Vous allez peut-être essayer, vous avez lu des bouquins sur le marketing, sur tout ça, vous allez essayer d'appliquer ces techniques qu'on vous a données dans ces bouquins. Et vous allez dire au gars par exemple, bon, ok je vais travailler avec toi, est-ce que tu peux m'expliquer par exemple quels sont les challenges que tu as actuellement? Et le gars va vous dire, j'ai pas vraiment de challenge, mais parlez-moi plutôt de vous. Tu vois ce type de reversal, tu vois ce type de renversement? C'est exactement comme si en fait, tu étais dans un... Imaginons tu as un homme et une femme qui se rencontrent. Et tu vois, tu arrives, et la meuf, tu lui dis alors voilà, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et elle te dit, on en parlera plus tard, mais tu peux me dire combien tu gagnes? T'es en mode, voilà, je gagne tant, mais par exemple, quelles sont des... Vas-y, avant de parler d'argent, tu veux pas, on se prend un petit rendez-vous, on détend un peu l'atmosphère. Ouais, pourquoi pas, mais tu peux me dire combien tu mesures? Combien tu gagnes? Tu travailles dans quoi? Vous voyez ce type de retournement, quand vous essayez d'initier une conversation humaine, une conversation, on va faire on va travailler en profondeur, tu vois. Et la personne n'a pas du tout envie de travailler en profondeur, n'a pas envie d'avoir de réflexion stratégique high level avec vous. Elle a envie de regarder une liste de caractéristiques. Elle est au marché, elle regarde la machine à laver, quels sont le nombre de watts, ça tourne à quelle vitesse, ça fait combien d'énergie, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher, c'est quoi la catégorie énergétique. Les gens veulent vous foutre dans cette catégorie-là. Plus vous allez être dans des process où vous êtes mis dans des catégories où c'est standardisé, où les personnes avec lesquelles vous allez interfacer vont faire un retournement comme ça, où vous allez commencer à initier des questions importantes pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir diguer. En fait, l'idée c'est de diguer, l'idée c'est de demander à la personne quels sont vos challenges, quels sont vos pain points, qu'est-ce que vous avez fait avant, etc. etc. Comme ça, derrière vous allez pouvoir donner vous allez pouvoir vous vendre entre guillemets par rapport à ce que la personne vous a dit. Ok, tu m'as dit que tu avais besoin d'une page de copywriting spécialisée pour vendre du matériel, des produits digitaux liés au sport. Tu peux me parler un peu plus de ton audience? Quelles sont les personnes dans ton audience qui, effectivement, achètent tes produits? C'est plutôt des femmes, c'est plutôt des hommes, c'est plutôt des gens âgés, plutôt des gens jeunes? Et c'est des gens qui font de la muscu, plutôt des gens qui font du marathon? Ok, des gens qui font du marathon, des hommes environ entre 40 et 150 ans qui font du marathon. Très bien. Est-ce que tu sais à peu près, en anglais on dirait le tax bracket, la catégorie sociale à laquelle ton audience appartient? C'est plutôt des cadres, c'est plutôt des gens qui sont étudiants. Bon, pour le moment, s'ils sont 40, 50 ans, ils ne sont pas étudiants, mais tu vois, quels sont à peu près leurs revenus? Est-ce que tu connais en profondeur ton audience? Pourquoi ces gens-là veulent-ils perdre du poids? Est-ce que c'est pour rester en bonne santé? Est-ce que c'est pour ne pas avoir de problèmes cardiaques? Est-ce que c'est parce que c'est des gens qui sont... Généralement, tu te rends compte que c'est des hommes qui sont seuls et qui cherchent à se remettre sur le dating market alors qu'ils ont la cinquantaine? Vous voyez toutes ces questions, vous allez noter, vous dire ok, donc ça c'est la cible, tel âge, telle catégorie de revenus. Ils ont tel but. Écoute, moi je vais travailler avec toi, je vais construire une page de copywriting qui s'adresse précisément à cette audience. Je vais aller rechercher leur pain point. Et après, vous pouvez me dire, regarde, voilà, moi j'ai déjà travaillé, si c'est le cas, j'ai déjà travaillé précisément avec une audience très similaire pour une entreprise comme la tienne. Et on a obtenu tel résultat. Ce que je propose, c'est qu'on mette ça en place. Et on peut estimer qu'il y aura, après tel deadline, tu auras tel résultat. Et moi, derrière, je vais te prendre 20%, donc le projet, il va coûter tant. Toi, c'est comme ça qu'un prestataire discute, qu'un businessman discute avec un autre businessman. Mais imaginez, vous êtes dans la même situation et la personne vous dit, vous lui dites, voilà, tu peux me parler un peu de ton audience. Il vous dit, attends, tu peux me dire, tu as fait des études où? Tu as fait tes études où? Tu es en mode, ouais, je fais telle université, machin, d'accord. Tu as quelle note? Voilà, j'étais dans le premier quartile de ma promo, ok.
Tu demandes combien, tu es payé combien actuellement? Vous voyez comme vous sentez la différence de vibe entre la discussion que j'ai eue avant, de businessman à businessman, où les deux personnes se traitent d'égal à égal et se respectent, et une discussion où c'est dominant-dominé, où la personne va vous mettre dans une case, elle veut savoir combien vous gagnez, où est-ce que vous avez fait vos études, elle veut vous infantiliser les amis. On ne demande pas à un businessman quelle étude il a faite. On ne demande pas à un businessman quel diplôme il a en sa possession. On ne demande pas à un businessman combien tu es payé actuellement. C'est une blague ou quoi? C'est quand la dernière fois que vous êtes allé voir un avocat et que vous êtes allé lui dire tes clients ils te payent combien en ce moment? C'est une blague ou quoi? Ça ne te concerne pas. Parle-moi de ton projet, parle-moi de la raison pour laquelle tu souhaites que je travaille avec toi et je te ferai un prix. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous allez passer des entretiens d'embauche, bien souvent on va vouloir vous mettre dans cette première catégorie. On va vous poser une liste de questions standardisées. Vous êtes un numéro dans un tableau Excel et comme ça d'ailleurs c'est ce que j'appelle la putification du candidat. Le candidat, il arrive, il est prêt, il est chaud bouillant, tu vois. Bim, on prend le contrôle sur l'interview. On lui dit, tu t'assois là, dans le petit coin, et maintenant, je vais te poser des questions. Et le candidat, il répond, comme un écolier. Malheureusement, les amis, si vous êtes dans la... Il n'y a pas de formule miracle, en fait. Si vous êtes dans la dèche, vous avez besoin d'un taf, vous êtes dans la galère, vous allez devoir vous soumettre à ce process humiliant. Mais si vous êtes dans une étape de votre vie où vous souhaitez aller de l'avant, où vous souhaitez vraiment monter un business, vous ne pouvez plus vous permettre d'être la personne qui répond passivement à des questions. Le piège, c'est que sur Internet, bien souvent, on va blâmer le candidat. On va dire, mais les candidats sont mauvais parce qu'ils attendent passivement qu'on leur pose des questions. C'est faux. C'est le recruteur, c'est le patron qui veut vous forcer à suivre ce process, bien souvent. C'est pas tant que le candidat ne sait pas se vendre, c'est qu'on va le mettre dans des cases. On attend de lui une passivité pure et simple. On a une liste de questions, il répond. Et celui qui a les meilleures réponses, c'est lui qui a le job. On n'attend pas du candidat en fait que ce soit une force vivante, il y a un échange. Je parle, tu réponds. Je demande, tu réponds. Vous voyez? Trop souvent, je trouve que sur Internet, on fait croire aux gens des choses. On leur dit, mais tu n'arrives pas à être bien payé, tu n'as pas de force de négociation en entretien parce que, justement, tu n'es pas capable d'aller chercher les pain points, les points de douleur de l'entreprise pour laquelle tu souhaites travailler. Tu n'as pas été capable de poser les bonnes questions. Tu n'as pas été capable de montrer à ton intervieweur que tu allais te projeter avec lui. C'est faux. Le candidat peut des fois chercher à faire cela. On va l'en empêcher. On va l'en empêcher. On va lui dire poliment, ok, tais-toi maintenant, je vais te poser des questions, tu y réponds, et après, suivant. Comme je le disais, les amis, vous cherchez un taf, vous êtes dans l'urgence, vous êtes obligé de suivre ce processus humiliant. Mais quand vous allez devoir passer en mode business, vous ne pouvez plus vous permettre de faire ça. Alors, vous allez me dire, ok Alex, tu as bien analysé les causes, mais comment on s'en sort? Il va falloir que vous adoptiez le point de vue d'un marketeur. Première question, quels sont mes prospects? Quels sont les points de douleur de mes prospects? Ça, c'est une étude de marché, vous pouvez la faire avec ChatGPT. Deuxième question, la plus importante, quels sont les canaux d'acquisition que je vais mettre en place pour aller parler à mes prospects? Si vous êtes sur Internet, vous allez sur Pôle emploi, LinkedIn, Monster, Indeed, machin, c'est même pas la peine. Parce que c'est un canal d'acquisition qui est destiné aux putes. C'est un canal d'acquisition destiné aux putes. Si vous allez là-dedans, c'est exactement comme si vous étiez une escort girl, vous allez sur un site d'escorte. D'accord? Et le client, il scrolle, il regarde. Vous devez être en capacité d'aller trouver des rendez-vous avec vos prospects en direct, comme le font les vraies entreprises. Pour ça, je vous ai parlé la dernière fois des différentes méthodes de prospection. Inbound ou outbound. Comment on fait pour trouver des rendez-vous? Il faut déjà connecter avec les decision makers. Et là, il n'y a que deux façons de faire. Inbound, outbound. Inbound, c'est création de contenu, publicité, etc. C'est quand vous vous projetez ou vous exposez au monde, que ce soit via le marketing, via la publicité, que ce soit via la création de contenu. Des gens vont vous voir, ils vont vous trouver, ils vont dire tiens, c'est intéressant ce qu'il fait, je vais l'appeler, je vais le contacter, je vais lui envoyer un email. Deuxième méthode, c'est l'outbound. L'outbound, c'est cold call, cold email, DM et porte-à-porte. Je vais venir dans une seconde au porte-à-porte. Cold parce que vous n'êtes pas en train de montrer des preuves d'expertise et attendre que les gens viennent vers vous. Vous allez directement aller les disrupter. Directement, vous allez appeler le gars. Directement, vous allez envoyer un DM. Directement, vous allez envoyer un email. Quand je dis un email, c'est minimum 1000 emails par jour. Quand vous faites du cold email, ça se fait at scale. Directement, vous allez toquer aux portes. Les gens vont dire le porte-à-porte, ça n'existe plus, on n'est plus dans les années 60. Ah bon? Et tous les mecs qui font maintenant des contenus sur TikTok, sur Instagram, où ils sont justement, mon exemple préféré, ils sont paysagistes, où ils vont toquer aux portes. Ça se passe surtout en Amérique, c'est vrai, mais ils toquent aux portes et ils disent voilà, j'ai une débroussailleuse sur le dos, est-ce que vous voudriez que j'arrange un petit peu la devanture de votre maison là, parce que ça commence à pousser un peu dans tous les sens. Oula. Ça commence à pousser un petit peu dans tous les sens.
Et je vous fais ça tout à propre, gratuitement. D'accord. Si vous voulez, après, vous pouvez me payer. Ou bien, si vous le souhaitez, c'est gratuit pour vous. Je vous donne ma carte de visite et après, vous pouvez me rappeler. C'est ça la version moderne du porte-à-porte. Et c'est des gens qui font d'une pierre deux coups parce qu'en même temps, ils génèrent des leads en toquant aux portes et en accomplissant un travail. En même temps, ils génèrent des preuves d'expertise parce qu'ils filment le tout et qu'ils mettent ça sur Internet. Et du coup, en même temps, ils s'exposent, ils vont générer des vues. Il y a des gens potentiellement qui vont les appeler, qui vont dire: je t'ai vu sur Instagram, c'est toi le mec qui s'occupe des jardins, c'est toi qui t'occupes des devantures, j'aimerais que tu viennes t'occuper de la devanture de ma maison. Donc le porte-à-porte, ça marche encore. Tout marche encore, à condition d'avoir, malheureusement, c'est ça le plus difficile, c'est d'avoir la bonne offre pour le bon public. Une fois que vous avez la bonne offre et le bon public, c'est qu'une question de volume. J'ai déjà parlé de l'importance du volume, les amis. Si vous êtes en capacité de rentrer dans des interviews avec des decision makers sans passer par les canaux d'acquisition classiques, les canaux d'acquisition pour les putes, donc plateforme d'emploi, plateforme comme Upwork, tout ça, vous allez pouvoir drastiquement, les amis, non seulement drastiquement augmenter vos prix, travailler avec des clients qui vous plaisent sur des projets qui vous plaisent, mais même vous avez maintenant une technique d'acquisition qui vous est propre. Il n'y a pas 1000 autres connards qui sont en train de cliquer pour dire moi ici, moi ici, moi ici. Il n'y a que vous qui avez ce canal d'acquisition, vos clients, votre réseau, vos prospects. Et là, vous allez pouvoir travailler comme un vrai prestataire, comme un vrai businessman, et non pas comme une pute à qui on va demander quel est tu préfères les pizzas ou les sushis, tu préfères la mer ou la montagne, comment dirais-je, quel est ton salaire actuel, pourquoi tu veux travailler pour nous, pourquoi on devrait te choisir toi plutôt qu'un autre. Quoi d'autre? Quels sont tes défauts? Quelles sont tes qualités? Quoi d'autre encore de questions extrêmement pertinentes et très respectueuses? Tu vois, toutes ces questions-là. Quand on a 22 ans et qu'on nous pose ces questions-là, tu vois, ça fait. Quand il y a 22 ans, il faut comprendre que tu sors de l'école, donc tu as quand même derrière toi une quinzaine d'années de conditionnement. Hein. D'accord? Parce qu'à l'école, il n'y a rien de mieux que l'école pour t'apprendre, pour entraîner ton esprit à être dans une posture de passivité. Dans une posture où on te demande, tu réponds. Et il y a une bonne réponse. D'accord? Créativité, inventivité, adaptation, capacité à s'adapter, tout ça, tu le mets par la fenêtre. Est-ce que tu peux recracher la bonne réponse ou pas? Est-ce que tu as appris par cœur la bonne réponse ou pas? Quand tu as subi 15 ans de formatage comme ça à l'école, tu arrives à l'entretien d'embauche, tu es dans ton élément. L'écolier est sur sa petite chaise, on lui pose ses petites questions, il répond. Après, évidemment, comme il y a à peu près en France 60 millions de personnes qui font la même chose que vous, difficile de se démarquer. Voilà, c'était le petit takeaway que je voulais vous offrir aujourd'hui, les amis. C'est pas un truc qui se met en place en un jour, comme je vous ai dit. Hein. Trouver une offre qui cartonne, trouver une audience qui cartonne et trouver un canal d'acquisition fonctionnel. Est-ce que ça va être les appels? Est-ce que ça va être les emails? Est-ce que ça va être les DM? Comment vous allez, quelle va être votre phrase d'accroche? Tout ça, les amis, ça va vous demander du travail, ça va demander du temps. Mais une fois que vous avez trouvé la formule gagnante, la récompense, elle est là. Et le mieux, ce que je peux vous recommander de faire, c'est que pendant que vous faites ça, vous foutez sur les réseaux. Comme ça fait du bruit. Au XXIe siècle, les amis, il faut faire du bruit, il faut se montrer. Donc tous les mecs qui ne veulent pas montrer leur tête, là, c'est même pas la peine. Si vous souhaitez justement que je vous aide dans la constitution de votre offre, dans la recherche de votre public cible, dans de l'aide au niveau de la prospection, bref, vous voulez monter un business, vous voulez offrir des prestations de services, que ce soit en tant que freelance, que ce soit en tant qu'agence, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je me ferai plaisir d'y répondre, voire même d'y répondre en vidéo. Si vous voulez un accompagnement vraiment personnalisé, vous le savez, il y a les sessions de coaching en description. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur Père Digital. Ciao les amis.